Salut sportifs à vous, très chers auditeurs, merci de répondre nombreux au rendez-vous du foot européen sur Sport FM. Au sommaire de PFE, was passiert mit Mannschaft, 6 matchs de suite sans victoire, une première dans l'histoire d'une Allemagne méconnaissable avec un sélectionneur en sursis. En Ligue des Nations, le champion du monde 2014 s'est incliné devant la France 1-2. Ailleurs, c'est l'Angleterre qui surprend l'Espagne à domicile. C'est la relance enfin côté Squadra Azzurra. C'est le menu de la première partie. Dans la deuxième, place aux majeurs qui disputent leur championnat après la trêve internationale. Chelsea, Manchester United en Première Ligue, Barça, Séville en Liga. L'on suivra l'attitude du Bayern à Wolfsburg en Bundesliga. Inter Milan AC, le derby de la Madonnina à cocher sur vos calepins ce week-end. En France, à suivre de près la première de Thierry Henry sur le banc de l'AS Monaco. Nous irons également à la découverte d'un thème sportif avec un de nos professeurs. Le plateau de cette émission est bien garni. Guten Morgen, Friends Nunyama. Morgen à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour le plateau. En pleine forme, hein? Ça va. Ça va. On se plaint pas trop. Beaucoup de courage à vous. Ça doit aller. Hello, Mr. Armel Waba. Hello, Angelo. Vous êtes tout en noir, hein, on dirait. Oui. Ça va? Oui, ça va bien. Bonjour et bienvenue, Fifi. Bonjour Angelo. Comment vous allez? Ça va. Vous êtes toute belle aujourd'hui. Hein? Ah, merci. Comme d'habitude. Invité en studio, il y a notre ami Charlinho qui est un féru de Chelsea. Salut Charlinho, vous allez parler dans le micro. Oui, bonjour Angelo. Comment vous allez? Comme à la peine à la carotte. Ah oui, ça c'est vrai. Content d'être, de vous recevoir dans ce studio Messanyamé. Et également là, Dorkenou Eligno, bonjour à vous. Bonjour Angelo. Vous allez bien? Très bien. D'accord, c'est bien noté. Et pour l'instant, nous disons bonjour également à Elom Adobon, notre webmaster, Ezekiel Aïataï et Roméo Yetor sont out pour aujourd'hui. Mise en onde, Anas PM, micro Angelo Folikwe, PFE 512, décollage immédiat. Et nous évoquons ce match de la Ligue des Nations entre la France et l'Allemagne. Oui, la France qui a battu encore une fois cette équipe d'Allemagne. L'Allemagne qui a ouvert certes le score face à cette équipe de France grâce à un penalty de Toni Kroos. Mais derrière, Antoine Griezmann brillait de mille feux et a éteint une Mannschaft tout simplement méconnaissable depuis 6 matchs. Nous allons d'abord écouter Antoine Griezmann, l'homme de la soirée, après ce match entre la France et l'Allemagne. J'aime les grands matchs. Le premier, c'est un centre parfait pour de Lucas, bien fort, pour que je fasse juste le geste de la tête. Et voilà, ça rentre là où il fallait. Alors, Fangouniama, France-Allemagne, beaucoup pensaient que l'Allemagne allait se relancer face aux champions du monde, mais que nenni. Hein. Je pense que c'est une sélection qui, quelque part, a atteint, on va dire, à son apogée. L'Allemagne a tout gagné pratiquement. Vous savez, ils étaient champions du monde en 2014. Et là, sur la dernière Coupe du Monde, c'est la sortie dès le premier tour. Et ça a été une catastrophe en Allemagne. Maintenant, l'équipe tente de se reconstruire. Maintenant, vous savez, lorsqu'on injecte, on va dire, de nouveaux éléments, de nouveaux joueurs, c'est pas forcément tout de suite, on va dire, l'intégration parfaite, la cohésion parfaite. L'Allemagne se cherche en fait. Vous voyez, ça fait très longtemps qu'on n'a plus découvert ce visage de l'Allemagne. Donc je pense que la dernière fois face à la France, l'Allemagne a essayé quelque chose, une équipe sous pression. Souvent c'est difficile de pouvoir avoir un résultat. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Donc je pense que l'Allemagne a du travail à faire. Un entraîneur qui est en manque d'inspiration, qui ne sait plus trop ce qu'il doit faire. Il est là quand même pendant 12 ans déjà. Donc je pense qu'il y a du travail à faire. L'Allemagne doit pouvoir travailler, cravacher pour retrouver son niveau. Cette équipe de France, Fifi, elle ne fait pas du jogo, c'est pas du beau jeu, mais elle est efficace à la fin. Oui, mais ça fait déjà 2 matchs. On a vu la France souffrir. Oui, face à l'Islande. Face à l'Islande, mais a eu le mental de revenir dans cette partie-là alors qu'elle était menée 2-0. Oui. Et encore, la dernière fois, face à l'Allemagne, mener, revenir et gagner ce match-là. Ça veut dire que c'est une équipe qui a quand même le mental. Mais maintenant, ça fait 2 matchs à domicile. La France est en train de souffrir. Et il faut voir de ce côté-là aussi. Mais on disait ici la semaine dernière, la France est championne du monde. Elle est attendue maintenant pendant 4 ans. En tout cas, elle sera attendue à tous les matchs. Et on voit sur le terrain que tout le monde a envie de battre cette France-là. Mais elle reste solide grâce à ses individualités. Bien sûr, Mbappé, Griezmann, là, ce sont des
les hommes forts de cette équipe française. Mais en face, comme vient de le dire Franck, l'Allemagne a du pain sur la planche. Mais moi, je vois que je trouve que Joachim Löw est en train de partir ou doit partir à un moment donné, parce que ça fait 12 ans qu'il est là. Oui. Peut-être que le discours doit changer et puis la méthode aussi de travail doit changer. Il a travaillé avec une belle génération, mais c'est une génération qui est en train de vieillir. Justement. Il faut commencer à faire confiance aux jeunes qui sont là. Et les jeunes sont là, mais on voit qu'il a du mal à vraiment les... Il persiste dans son erreur. Dans son erreur, peut-être que lui, c'est le meilleur moyen. Mais ça ne paye pas. Ça ne paye pas, justement. Donc, moi, je me dis, soit il décide de faire confiance à certains jeunes, de faire une sorte de mélange entre les jeunes et les anciens pour pouvoir avoir une nouvelle équipe, ou soit il laisse la place pour un nouveau discours, pour un nouveau moyen de travail, pour permettre à l'Allemagne de se lever. Parce que 6 matchs sans gagner, c'est quand même incroyable. Pour l'Allemagne, c'est on ne parle pas de Chypre, ni de Luxembourg, ni de Liechtenstein. C'est que... Il y a Timo Werner, il y a Serge Gnabry, il y a Julian Brandt, Leroy Sané, Julian Draxler. Ce sont des jeunes joueurs, mais c'est qu'ils ne les prennent pas comme titulaires. C'est quoi le problème? Oui, mais vous savez, c'est quelqu'un qui s'accroche à sa philosophie. Et il n'a pas tout de suite envie de casser un groupe qui a gagné une Coupe du Monde il y a 4 ans. Leur temps est déjà révolu. Oui, pour lui, c'est des joueurs qui ont encore quelque chose à donner. Maintenant, par rapport aux résultats, il essaie une intégration. C'est-à-dire qu'il veut aller faut-il lui laisser le temps à son rythme. Déjà, il a je peux dire, la confiance de la fédération. Il a été prolongé. Parce que sinon, au sortir de la Coupe du Monde, il aurait été viré. Ça n'a pas été le cas. On lui a dit, oui, monsieur, nous vous faisons confiance, continuez. Mais après, sur les matchs qui ont suivi la Coupe du Monde, on a vu une Allemagne, c'est une très belle équipe, ça. On ne peut pas dire autre chose. C'est bien, mais... Face à la France, ils ont possédé le ballon. Il y avait 56%. Ils ont eu des occasions. 56% de possession. Face à la France qui était à 44. Donc, je crois qu'il y avait une domination. Mais comme Fifi l'a dit, la France était une équipe efficace. Mais elle se laisse dominer après, réagit derrière pour égaliser et gagner. Donc, pour, j'allais dire, Joachim Löw, peut-être qu'il aurait dû partir, comme l'a dit Michael Ballack. Oui, justement. Même Oliver Kahn également est sorti cette semaine. Mais pour lui, il dit... C'est une nouvelle aventure, il faut laisser le temps aux jeunes pour une intégration. Donc, c'est ce qu'il tente de faire. Oui. On verra bien s'il est encore l'homme de la situation. Armel Ouabar, votre avis? C'est l'usure, tout simplement. Je pense que je rejoins Franck et Fifi totalement. L'usure d'un coach qui n'est pas du tout inspiré, qui n'a plus de solution. Il a perdu la main. Il a perdu la main, carrément. Parce que je me souviens qu'avoir promu cette génération-là lors de la Coupe des Confédérations et derrière la laisser comme ça a fait mal, énormément mal. Il n'y a que le Roi Sané, le cas Leroy Sané en est un parfait. Lui aussi n'est pas un titulaire aujourd'hui indiscutable dans la manche. Voilà, c'est aussi un problème de relève que Joachim Löw n'a pas su faire à un moment. Parce qu'aujourd'hui, la même équipe qui a gagné la Coupe du Monde 2014 avec les Boateng comme Homfort, Müller, aujourd'hui, c'est des joueurs qui ne répondent plus du tout, excusez-moi. Et donc, à un moment, il fallait tisser la nouvelle code, comme on le dit, au bout de l'ancienne. Et il y a aussi des problèmes de conflit dans le vestiaire. Cette ancienne génération-là, incarnée par les joueurs qu'on vient de citer, face à cette nouvelle génération qui a hâte de prendre le pouvoir, et visiblement ça ne plaît pas à l'ancienne génération. Et un sélectionneur qui n'a pas du tout de soucis à se faire, ni de cheveux blancs à avoir, même s'il en a, c'est Didier Deschamps, nous l'écoutons. Dans un mois, il faudra finir le travail, c'est-à-dire aller aux Pays-Bas sans attendre, puisque les Pays-Bas ont 2 matchs, prendre au moins un point aux Pays-Bas pour atteindre notre objectif d'être présent au mois de juin avec 3 autres équipes. C'est déjà ça. Après, on en reparlera, mais notre objectif, c'est celui-là et on est sur la bonne voie après cette victoire. Voilà la déclaration de Didier Deschamps aujourd'hui tournée vers le Final Four, parce qu'il suffit juste d'un point pour la France pour être parmi les 4 premiers. Je pense que... Excusez-moi. Gros chat dans votre cœur. La France l'aura quand on voit tout ce que la France fait. C'est vrai qu'il y a eu l'Islande qui est venue faire match à domicile. C'était un match amical avec un effectif totalement remanié. Donc moi je me dis la France a la potentialité d'aller faire match nul. Ou même de battre cette équipe des Pays-Bas. Donc moi
je m'alarme pas pour la France et elle sera naturellement dans le Final Four. Et discours très prudent de Didier Deschamps. Aujourd'hui, il le sait. Oui, la France flambe, surfe sur sa vague de championne du monde. Mais en même temps, il faut rappeler que les Pays-Bas reviennent très très bien. Et donc, il sait qu'un résultat, une grande performance là-bas en Hollande, voilà, ça va faire jaser la presse française. Et du coup, il prépare déjà cette presse-là, cette opinion. À ne pas quand même s'attendre, si jamais il y a du fiasco, à tirer sur elle. On va s'intéresser à la déclaration de Joachim Löw, oui, malgré la défaite qui relativise tout de même. Weil eigentlich nur das Ergebnis jetzt nicht stimmt. C'est pas seulement le résultat qui compte maintenant, c'est la performance qu'on a montrée ce soir. La performance a été bien au-dessus par rapport à samedi. On a montré de la constance, on a trouvé des solutions vers l'avant. Et les Français ne nous ont pas beaucoup attaqué en première période, on aurait dû creuser un écart plus conséquent. On aurait dû profiter de nos occasions diverses pour arriver à 2-0. Mais l'équipe de France a une qualité individuelle incroyable. Et si vous restez inattentif sur un tel ou un tel, vous pouvez être puni tout de suite. Moi, je pense que le pénalty final n'était pas justifié. Mats ne le gêne pas sur l'action. Et je considère que c'est injustifié de donner pénalty sur cette action. Charlignon, vous avez vu ce match France-Allemagne, finalement, Joachim Löw qui dit qu'il n'est pas d'accord sur le pénalty sifflé. Est-ce qu'il trouve des excuses? Ou bien vous le comprenez? Bon, c'est un entraîneur que j'aime bien. Bon, s'il le dit ainsi, c'est dû au résultat engendré avec la France. Bon, il peut protester ainsi. Ça se comprend. Ça se comprend. Ah oui, justement. On va s'intéresser à cet autre match de la Ligue des Nations. C'était entre l'Espagne et l'Angleterre. Et finalement, Armel Waba, c'est l'Angleterre qui va dicter sa loi aux Espagnols. 3-2, une équipe anglaise totalement pimpante. Angelo Folikwe, leçon d'efficacité, leçon de réalisme, de réussite pour les Three Lions, 70% pour l'Espagne, 30% pour l'Angleterre. Vous parlez de possession? De possession, plus de 744 passes contre seulement 266 pour l'Angleterre. 3 tirs cadés, 3 buts marqués pour l'Angleterre. Conclusion, ça fait le résultat que ça a donné. 3-2. Maintenant, il faut dire que l'Espagne a quand même dominé cette partie-là, généralement, puisque l'Espagne a encaissé 3 buts à la mi-temps et est revenue avec des joueurs qui savent manier le ballon, qui savent la posséder, tout simplement. Mais ça n'a pas suffi. Il y a eu un bloc anglais très, très impressionnant avec devant 3 hommes, Marcus plutôt Rashford, Sterling et puis Harry Kane, le prince qui ont fait le boulot. Eh bien, il faut noter la résistance de cette équipe anglaise parce qu'elle a été quand même secouée en seconde période. Mais il faut dire que le but réducteur, le deuxième but n'est venu qu'en toute fin de match. Ça veut dire que Sergio Ramos est passé par là. Voilà, ça veut dire que l'Angleterre ne sait pas maintenant que marquer, mais sait aussi parfaitement défendre, chose qu'on a toujours reproché à cette sélection-là. Et bien aujourd'hui, avec le travail fait par Southgate, c'est en train de payer. Voilà. C'est la première fois depuis 1981. 37 ans pratiquement, l'âge de quelqu'un ici. Pas de moi. Posé face à l'Espagne, c'est une belle performance. C'est une belle performance. Je crois que le nouveau coach qui est arrivé, qui a d'ailleurs été prolongé, fait du bon boulot. Et voilà, c'est ce qu'on disait. Il essaie d'amener du sang neuf avec beaucoup de jeunes dans son équipe. Et on a déjà vu l'Angleterre arriver en demi-finale à la Coupe du Monde, ce qui ne s'est plus passé il y a vraiment longtemps. Et l'Angleterre continue de se lancer. Quand je vois Sterling qui fait un doublé, alors que qui avait du mal même à inscrire un seul but avec l'équipe d'Angleterre, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui se fait et le travail est payant. En face, l'Espagne a toujours dominé les matchs. C'est vrai que du retour de la Coupe du Monde, déjà 6-0, on se disait que l'Espagne... face à la Croatie. Face à la Croatie, on se disait que l'Espagne est en train de revenir. Mais voilà, elle est peut-être tombée... Elle est redescendue sur terre. Elle a été menée même 3-0 avant de revenir 3-2. Et félicitations quand même à cette équipe d'Angleterre. Une première défaite pour l'Espagne de notre ami Luis Enrique. Oui, on ne s'y attendait pas à cette défaite, mais vous savez, l'Espagne a toujours eu cette seigneurie de par le passé, mais il a perdu un peu la verve, vous savez, il faut reconstruire cette équipe espagnole.
Pour moi, c'est une défense lourde. Lorsqu'on voyait un peu les buts marqués par les Three Lions, ils ont été pris de vitesse. La vitesse de Rashford, la vitesse de Sterling ont fait la différence tout de suite. Donc c'est une défense qui n'arrive pas à suivre le rythme lorsqu'une attaque est rapide. C'est ce que je veux dire. Piqué, par exemple, qui était en retard. Lui, c'est toujours impliqué. Donc, la défense espagnole. Toute la différence a été, on va dire, remarquée à ce niveau. Donc, je pense que l'Espagne, comme il a dit, est quelque part aussi en reconstruction avec une nouvelle philosophie apportée par Luis Enrique. Donc, voilà, ça fait quand même 37 ans, il fallait le faire. On va rester sur la première également de Roberto Mancini. Enfin, il gagne avec la Squadra Azzurra. Même si c'est 1-0, il fallait quand même le faire. Hein. Je ne suis pas face à la Pologne. Je ne suis pas emballé, très franchement. Vous allez me trouver sévère, mais c'est... Non, c'est votre avis. C'est une Italie complètement décimée. Vous avez lu la une des journaux italiens? Ah oui, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné. C'est compréhensible. J'étais très content. Justement, c'est ce qui est curieux à mon avis pour une Italie. Voilà, là, vous êtes sévère. Voilà, donc, mais bon, je pense au-delà de tout, c'est une victoire qui va apporter de la confiance. Parce que quand vous perdez les matchs, vous manquez de confiance. Et maintenant, cette victoire-là apporte de la confiance. Et puis, quand même, quelques repères pour le coach, parce que j'imagine qu'il y a eu de bonnes choses, forcément, face à la Pologne, qui n'est tout de même pas... Voilà, c'est une très bonne nation du foot européenne actuellement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu vraiment du crédit, du bonus, du positif du côté de l'Italie. Maintenant, la question plutôt est de voir si ça va se prolonger sur une bonne série, 5 matchs, 6 matchs. Toute la question est là. Oui, toute la question est là parce que non seulement il faut gagner, mais il faut assurer sur la durée. Voilà qui est dit en ce qui concerne la Ligue des Nations. Nous allons refermer cette porte-là et ouvrir celle des majeurs. English Premier League News. On reste en première ligue et on va s'intéresser à ce gros match entre Chelsea et Manchester United. José Mourinho qui retourne à la maison. Ce sera demain. Sous le coup de 11h30. D'accord. Ça se fait qu'en Angleterre. Parce qu'en 11h30, généralement. Merci de préciser l'heure. Voilà, on est au boulot. Mais voilà, ce sont les Anglais. Chelsea de Mauricio Sarri reçoit José Mourinho et Manchester United. Il faut dire que Chelsea est deuxième au classement. Et Manchester United est un peu bien loin. Non, on connaît les difficultés du Portugais actuellement. Dans tous les cas, ce sera un duel non seulement entre deux équipes, mais également entre deux systèmes de jeu totalement différents. Chelsea emmené par le technicien italien avec un jeu offensif incarné par Eden Hazard et tous les autres joueurs. Et puis on le connaît, ce n'est plus une surprise. Manchester United avec ce jeu défensif, on verra à quoi ça va nous amener. Et Charlinho, vous qui suivez de très très près cette formation de Chelsea emmenée par Eden Hazard, très très flamboyant, actuel meilleur buteur de la Première Ligue. Il y a également d'autres joueurs comme Willian et Marcos Alonso. Qu'est-ce que vous réservez à José Mourinho demain? On en réserve une grande surprise. Qu'est-ce que vous mettez dans grande surprise? C'est un abonné aussi de Stamford Bridge. Bien sûr. Un ex-entraîneur que je respecte beaucoup. Ce choc, c'est un choc d'excitant. Je le dis, je le précise. Pour demain, je sais très bien que ça sera costaud, mais on aura la victoire. Quoi? On aura la victoire. Vous êtes sûr? Très sûr. Très très sûr. Ouais. Alors, la dernière fois que United s'est imposé à Stamford Bridge, Franck Nunyama, ça remonte au 28 octobre, s'il vous plaît, 2012. 3-2 sous l'ère Sir Alex Ferguson. Est-ce que Mourinho est sous pression? Oui, parce que là, il a été sauvé quand même par le dernier match qu'il a gagné, on va dire, dans la douleur. Mené 2-0, il a réussi quand même à retourner la situation. Déjà, c'est un énorme soulagement pour lui, parce que c'était perdu d'avance. Donc, face à cette équipe de Newcastle qui n'a pas su gérer son avance. Maintenant, par rapport à ces matchs, c'est un gros que Mourinho s'apprête à jouer. Chelsea est étincelant sur ce début de saison avec un joueur impossible,
difficile à tenir, Eden Hazard. Donc, il connaît bien la maison. Maintenant, il sait que son équipe n'est pas sur un bon rythme dans le championnat. Et quand ça se présente comme ça, c'est une pression supplémentaire. Mais j'espère quand même que Mourinho va faire jouer ses éléments, va faire jouer ses qualités, parce que la qualité, il en a dans son groupe. Sauf qu'il préfère peut-être une philosophie de football béton. C'est ce qui, depuis le début de la saison, ne l'arrange pas. Mais il tient toujours à ce qu'il a envie de faire. Donc, je pense qu'au-delà de tout ça, il y aura le spectacle demain. Et peut-être pour Mourinho qui est sous pression, pourquoi pas une victoire. Mais attention, Chelsea n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Fifi, Chelsea qui reçoit United, on sait que sur les 8 derniers déplacements de United, la fin, c'est 7 défaites. Justement, c'est ce qui, moi, me fait peur un peu pour United, parce que United n'est pas en forme. Et depuis le début de la saison, on le voit. Et même si la dernière fois, c'était face à West Ham, Newcastle plutôt, il est mené 2-0. Ils ont su revenir et gagner ce match-là. Mais c'est quand même Chelsea en face. Et Chelsea, c'est le leader actuel du championnat. Oui. Ce sera compliqué pour United en déplacement. Ce sera vraiment compliqué, surtout si le Special One, s'il en est encore un, décide de jouer toujours comme il a l'habitude de le faire. Oui. Et avant la trêve, on s'est rendu compte que United, c'est une division profonde même au niveau des joueurs, oui, et de l'encadrement et tout. Ce n'est pas de la sérénité, et ce sont des facteurs qui ne favorisent pas Manchester United. Elinho, José Mourinho en sursis, s'il gagne, il va peut-être toujours rester, mais s'il perd, il sera beaucoup plus enfoncé. Hein. Oui, vous venez de le dire, il sera toujours un peu plus enfoncé, mais ce temps, je crois qu'il est en train de perdre un peu du chemin vis-à-vis de ce qu'il a, la mauvaise forme de Manu cette saison. Mais je crois que c'est un homme de défi, que bientôt, avec Mourinho, il fait toujours du Mourinho. Donc, il faut s'attendre à un matin d'ici, mais je pense qu'il va tirer son épingle du jeu à ce match. Et fin communicateur qu'il est, je vous laisse apprécier cette déclaration de José Mourinho Zerapiwan. Tant qu'il n'y aura pas de manager qui leur fait gagner 4 premières ligues, je suis le numéro 1. Quand quelqu'un gagnera 4 fois la première ligue, je deviendrai le numéro 2. Et en attendant, Judas est le numéro 1. Ça, c'est du Mourinho. Parce qu'entre-temps, les supporters de Chelsea l'ont traité de Judas. On va suivre ça de très très près. Est-ce que demain également, ce serait une confrontation entre Eden Hazard et Romelu Lukaku, son compère en sélection belge? Oui. En tout cas sur le terrain, ce sera, parce que les deux hommes sont titulaires, mais dans la prestation, ce n'est pas la même forme au niveau des deux joueurs. Oui. Eden Hazard flambe énormément, contrairement à Romelu Lukaku, oui, avant-centre qui n'enfile pas beaucoup trop les buts. Seulement 4 buts. Seulement 4 buts pour un avant-centre, alors qu'au même moment, Eden Hazard est lié et à plus de 5 buts, oui, voire 7 actuellement. Donc voilà, quoi, il y a un petit déséquilibre. Et on va s'intéresser aux autres matchs de cette 9e journée en première ligue anglaise. Si United est en déplacement, City est bien à la maison et va accueillir Burnley. D'accord. Il y a un derby londonien entre West Ham et Tottenham. L'ancien d'Arsenal, Jack Wilshere, ne jouera pas. Il est blessé gravement, j'allais dire. Aïe. Et voilà. Et puis il y a aussi Cardiff City qui accueille Floyd Haïté, au relais plutôt par son but en sélection, et Fulham. On verra ce que ça donne. Attention à ce match entre Huddersfield et Liverpool. Votre ami. Bien sûr, bien sûr. Steve Mounier qui a gagné aussi entre-temps. Et puis quand même Liverpool qui est amené par ses deux hommes forts, mais blessés pour le moment. Oui. Mo Salah et puis Sadio Mané, ils ont dû rentrer très tôt à Liverpool lors des éliminatoires. Dimanche, on aura Everton, Crystal Palace, et cette 9e journée s'achève avec un très intéressant Arsenal-Leicester. Ah oui, ça je vous l'accorde. Très intéressant Arsenal-Leicester. Thank you very much, Mr. Armel Wabard. On file de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. La page Liga dans cette émission, la 9e journée qui va se disputer déjà à partir de ce vendredi, le Celta Vigo qui accueille Alaves. Le samedi, on aura Real Madrid à Levante. Charlinho, Real Madrid qui est en difficulté, qui est en plein doute, 4 matchs
sans gagner, sans marquer le moindre but. Le Real doit réagir. Un Real Madrid sans Cristiano, ça pèse trop lourd dans les balances. Mais sauf que Cristiano n'en fait plus partie de cette écurie madrilène. Donc, on ne peut dire à nous aller. À qui? Au Madrilène. Bon, pour ce match, je miserai très fort sur la Maison Blanche pour un soulagement à leurs supporters. Ils en ont besoin. Fifi, on sait très bien que le Real, est dans la tourmente. Et puis, en semaine, nous avions tous appris que le président Florentino Pérez aurait appelé Antonio Conte pour peut-être succéder à Julen Lopetegui. C'est quand même trop tôt. Mais vous savez, on dit toujours que Cristiano, il est de l'autre côté. Le Real Madrid est une institution. Oui. Et qu'il faut la respecter. Et voilà, mais je trouve quand même que c'est trop tôt déjà. C'est combien de mois il est arrivé? Il vient à peine d'arriver, Lopetegui. et quand même Pérez doit avoir des problèmes. Quand vous faites partie un joueur comme Cristiano Ronaldo, quand vous faites partie un entraîneur comme Zidane, tout ce que ces deux hommes-là incarnent pour le Real Madrid, vous n'avez pas su les remplacer. Oui. À leur juste valeur, vous ne pouvez pas demander à Lopetegui en l'espace de 3 ou 4 mois de faire des miracles. Moi, je crois que l'absence de Cristiano Ronaldo, même de Zidane, va se faire ressentir au moins pour un temps. Maintenant, il va falloir trouver les pions nécessaires pour pouvoir se remettre à jour. C'est ce que le Real doit plutôt chercher à faire que de vouloir à tout prix changer d'entraîneur en ce moment. Je crois que c'était qu'un appel amical, ce n'est pas pour venir travailler. Mais le Real doit quand même se relever. Les autres qui sont là, les Modric, les Asensio, tous les autres qui sont les Bale, les Benzema, ils doivent se relever, ils doivent prendre maintenant les matchs à leur compte et travailler pour pouvoir relever le niveau du Real. Parce que 4 matchs sans marquer, ce n'est pas du tout bien, même le Togo. Et surtout pour la traite d'une équipe comme le Real Madrid. C'est bizarre quand même. Oui, c'est bizarre. On va s'intéresser, à cette information qui est tombée dans la nuit d'hier à ce matin. C'est Karim Benzema, encore une fois plongé dans une situation d'affaire de tentative d'enlèvement. Bon, de toute façon, on reviendra largement sur ce sujet déjà lundi pour quand même avoir plusieurs recoupements. Valence, autre match dans cette Liga. Valence qui reçoit au Mestalla Leganés. Villarreal qui joue contre l'Atlético Madrid. Et le gros choc, le choc de cette 9e journée en Liga espagnole, c'est Séville qui est en déplacement au Camp Nou pour y défier le Barça. Oui, une affiche classique. Le premier contre, je crois, le deuxième, c'est ça? Oui. Une affiche classique du football espagnol et très intéressant en but parce que les deux équipes ne ferment pas le jeu. Autant Séville que le Football Club Barcelone, c'est un football direct et voilà, c'est un football à l'offensive. Donc, ça promet du spectacle. Mais attention, la grande question, c'est aussi de voir enfin la forme du FC Barcelone qui, depuis le début de la saison, franchement, n'eût été... il reste aussi, je crois, sur 3 ou 4 matchs sans victoire. Sans victoire, n'eût été la très mauvaise saison, enfin... le très mauvais début de saison du Real, ce serait déjà la crise du côté du Barça. Et il y a également un joueur, Franck Luyama, qui est en difficulté au Barça, c'est Malcolm, dont on parlerait peut-être d'un probable départ. Oui, je pense que le joueur devrait regretter amèrement déjà son jeu, oui. D'avoir changé d'avion. D'avoir changé, on va dire, d'avion dans les derniers instants du mercato. Il partait pour l'AS Roma et puis derrière, on le retrouve du côté du Football Club Barcelone. Je pense qu'au départ, il n'a pas mesuré, il n'a pas regardé un peu les joueurs en place, s'ils pouvaient s'imposer ou pas. Je crois que c'est un transfert qui a été fait dans la précipitation et je crois qu'il est en train de le payer aujourd'hui. Clairement, Ernesto Valverde a dit, mais pour pouvoir jouer comme titulaire, il faut le mériter. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que le joueur est un tout petit peu mis à l'écart puisque, visiblement, il ne fait pas partie des plans de Valverde. Donc, le mieux pour lui, c'est d'aller voir ailleurs, aller chercher du temps de jeu quelque part. Donc, il a envie de jouer pour la Seleção. S'il ne joue pas, il ne pourra jamais avoir cette chance-là. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est le regret pour lui. C'est un joueur de qualité. Il a montré à Bordeaux. Maintenant, au Football Club Barcelone, il y a tellement de qualité, de valeur qu'il se trouve relégué au dernier plan et j'espère pour lui
qui va trouver une porte de sortie. Pas la Roma en tout cas. 4 matchs sont prévus dimanche. On aura Rayo Vallecano Retafe de Jenda Konam, Eibar face à l'Athletic Bilbao, Huesca qui accueille l'Espagnol Barcelone, et puis la Real Valladolid qui se mesure au Betis Séville. Et puis en clôture lundi, la Real Sociedad croise Girona. Voilà qui est dit en ce qui concerne la Liga espagnole. On file. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous ouvrons la page du championnat d'Allemagne. Oui, la Bundesliga. On attend également le réveil ou la relance du Bayern. On attend le réveil du Bayern, sauf que le Bayern, cette institution ne va pas bien. Il faut avoir le courage de le dire. On va dire 4 victoires en 7 journées. Ouais. Cela n'est plus arrivé au Bayern depuis très longtemps. Et là, ça parle de partout. Est-ce qu'il faut renvoyer Niko Kovac déjà parce qu'il n'est pas aimé par certains joueurs cadres, comme ça a été le cas face à Carlo Ancelotti, mais soutenu par Uli Hoeneß. Oui, qui finalement a été viré, vous le savez. Mais quand c'est comme ça, l'entraîneur est déséquilibré, parce qu'il y a des joueurs qui sont derrière lui, comme Lewandowski, James. Il y a déjà des clans. Oui, des clans. Oui. Robben et puis le français Ribéry qui dit oui, on ne fait pas jouer, nous ne jouons pas beaucoup. James qui dit oui, je suis souvent sur le banc alors que j'ai le niveau pour être titulaire. Lewandowski qui dit je n'ai pas beaucoup de bons ballons pour pouvoir marquer. Alors tout ça, et la sortie d'ailleurs du champion du monde 90, Lothar Matthäus, en même temps ballon d'or, il faut le rappeler. C'en est pris à ces joueurs-là. Il dit mais ils n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs, qu'il faut écouter l'entraîneur, ce qu'il dit, il faut être en groupe et jouer. Ce n'est pas l'individualité qu'on met en place au niveau du Bayern. C'est un peu comme dans les années 90 où le Bayern a eu ce problème, qu'on a taxé d'ailleurs de FC Hollywood. Oui, tout parce à que fait. Là, il y avait ça reste juste, on va dire, tout le monde veut être star, et voilà, et ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, c'est une situation très compliquée, et même on a eu dire que Niko Kovac a le soutien de Uli Hoeneß. Oui. Moi, je ne pense pas. Vous ne le croyez pas? Parce qu'il a envie de faire venir certains joueurs. On lui a dit tout de suite non, ces joueurs n'ont pas le niveau du Bayern. Comme Rebic, par exemple. Justement. Comme le joueur Vogt de Hoffenheim. Oui. On lui a dit non, monsieur, on ne peut pas faire venir ces joueurs. Donc c'est un désaveu total. Donc c'est tellement difficile pour lui. Il ne sait plus où aller. Délaissé un tout petit peu par les dirigeants, les joueurs qui sont derrière lui, qui lui disent non, vous n'êtes pas le bon entraîneur pour le Bayern. Donc je m'imagine un peu le match pour Kovac. Voilà, c'est très difficile. Mais en attendant, le Bayern va quand même faire le déplacement de Wolfsburg. Bon, ça devrait passer. Ça devrait passer, mais dans la tête, ce n'est pas une équipe équilibrée. Oui, tout à fait. C'est possible qu'on ait une contre-performance au sortir de cette rencontre. Donc, attention. Le Bayern qui est juste 6e, même pas dans le top 5. Donc, voilà. Et un autre match, Francfort-Düsseldorf, à suivre comme tous les vendredis, comme c'est la tradition là-bas. Stuttgart reçoit le Borussia Dortmund qui est vraiment en forme avec Lucien Favre. Et Augsbourg-Leipzig, le Bayer Leverkusen joue contre Hannover 96 du Togolais Ilas Bebou. Nuremberg reçoit Hoffenheim. Schalke 04 donne rendez-vous à Werder Bremen. Hertha Fribourg et puis Mönchengladbach. Mayence. On suivra de très près cette 9e journée du côté, je parle bien de la 9e journée, n'est-ce pas? 8e. 8e, justement. 8e de la Bundesliga. Vous voulez ajouter quelque chose, vous? C'est moi la 9e journée. On file au pays de la Madonnina. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Nous évoquons la 9e journée de la Serie A italienne avec 3 matchs et pas de moindre ce samedi avec l'AS Roma qui reçoit Spal-Ferrara. Juventus avec Cristiano Ronaldo joue contre le Genoa et puis explication entre l'Udinese et le Napoli. On aura également 6 matchs dimanche. Frosinone-Empoli, Lazio qui se déplace à Parme, Atalanta Bergame qui joue chez le Chievo Vérone, Torino face à Bologna, Fiorentina qui réceptionne Cagliari et puis, oui, le derby de la Madonnina entre l'Inter Milan classé 3e et le Milan AC 10e. Ce sera dimanche à partir de 18h30. Fifi, c'est un gros match en perspective.
Oui, s'il te plaît, rappelle-moi le... Oui, l'Inter Milan 3e et le Milan AC qui est 10e. L'Inter en Ligue des Champions, le Milan AC en Ligue Europa. Oui, bien sûr, mais 3e et 10e, ça veut dire que ce n'est pas aussi fameux pour l'AC Milan. Le Milan, c'est en Italie. L'Inter, 3e du championnat, a quand même plus d'arguments pour moi pour pouvoir venir à bout de cette équipe de l'AC Milan. Mais connaissant ces deux clubs-là, connaissant le passé, connaissant ce que ces clubs-là représentent pour l'Italie, on se dit que même si on est 10e et qu'on joue dans ces conditions-là face au 3e, ça reste un choc en Italie et tout peut se passer dans ce match-là. Et voilà, c'est sur ce plan-là que moi je vois cette rencontre. On va également suivre la performance de Gonzalo Pipita Higuaín qui est sorti dans la presse. Il a sorti une déclaration assez fracassante. Il a dit que du côté de la Juve, il a été chassé parce que Cristiano arrivait. Ah oui, comment vous interprétez ça? Il n'y a jamais eu de grand amour entre l'Argentin et le Portugais. Ça a commencé depuis le Real Madrid. Il faut dire qu'à l'inverse d'autres attaquants qui préfèrent se la jouer profil basse face à Cristiano, Gonzalo Pipita Higuaín n'est pas du même genre. Je pense notamment à Karim Benzema qui a, entre guillemets, laissé de se faire un peu humilier. Ce n'est pas le cas d'Higuaín. Moi, j'ai compris tout de suite qu'Higuaín ne pouvait pas évoluer avec Cristiano. Vous l'avez senti? Bien sûr, ce n'est pas une surprise. Quand vous connaissez bien l'homme, il n'a jamais aimé Cristiano Ronaldo. Voilà, il a ses raisons. Maintenant, ses déclarations aussi, ça se comprend. Voilà, maintenant, je pense qu'il a quand même une autre chance d'abord de toujours rester dans cette série A italienne qu'il affectionne particulièrement depuis le Napoli, en passant par la Juve aujourd'hui qu'il connaît très bien. Et puis, pour avoir ce genre de match-là aussi, donc voilà, il ne faut pas trop en vouloir à Cristiano quand même. On va quand même suivre de très parce que la Juventus joue contre le Milan AC. Vous imaginez déjà c'est un peu le scénario de Salam Alek. Voilà, c'est un peu le scénario de Bonucci. Oui, justement, qui a fait l'aller-retour entre la Juve et le Milan AC. Et puis on va suivre également la Sampdoria en clôture qui va jouer contre votre club. Oui, cher Arnaud. Voilà qui est dit sur la Serie A italienne cette fois-ci. On va, direction le pays des champions du monde. Oui, champion du monde. Le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous allons nous intéresser à ce prince qui débarque du côté de l'AS Monaco. C'est Thierry Henry, champion du monde, champion d'Europe. Champion en Angleterre avec Arsenal, champion d'Espagne avec le Barça. Je vous laisse tout le reste. Il a remporté la Champions League. Ça, je vous ai pas demandé ça. Parce que c'est moi qui suis le présentateur de l'émission. D'accord, on va écouter d'abord les premiers mots de Thierry Henry lorsqu'il était arrivé en conférence de presse. Content d'être là, bien sûr. Vous savez très bien j'ai une longue histoire, mais tout a commencé ici. Et avoir l'opportunité de pouvoir revenir et de recommencer ici, c'est extraordinaire. J'ai été formé ici, je suis passé à Clairefontaine. Clairefontaine m'a beaucoup donné, mais Monaco m'a beaucoup donné aussi. Fifi, il est arrivé finalement Thierry Henry pour sauver Monaco. On l'espère parce qu'on espère qu'il aura les moyens nécessaires pour pouvoir sauver Monaco. Il a été un grand joueur, mais est-ce que les grands joueurs font forcément des grands entraîneurs? Pas forcément, il y a des grands joueurs qui sont devenus des grands entraîneurs, mais maintenant, lui, c'est sa première expérience en tant qu'entraîneur titulaire. Et là, ce sera compliqué pour un club qui est pratiquement au bord de la relégation, qui n'a plus gagné de match depuis 6 ou 7 journées maintenant, ou bien plus même. Et maintenant, il est venu pour relever ce club-là. J'espère qu'ils se sont très bien entendus avec les dirigeants. On va lui donner un temps d'adaptation. Parce que les joueurs, pour pouvoir jouer les premiers rôles maintenant, Thierry Henry ne les a pas. Tous les bons joueurs de Monaco sont partis. Et Jardim était en train de souffrir, ou même a souffert avant de... On a tous vu ce que Jardim a vécu avant de partir. Et maintenant, il arrive. Je crois qu'on va lui donner un temps d'adaptation. Peut-être se maintenir. Et maintenant, pour la saison prochaine, avoir des moyens pour pouvoir amener de bons joueurs pour continuer à jouer peut-être le titre. Et on parlait du mercato d'hiver. Et Franck l'a dit la dernière fois. Souvent, dans le mercato d'hiver, on n'a pas les bons éléments. Qui va laisser son meilleur pion partir
en décembre. Personne, aucun club ne voudra le faire. Donc moi je me dis, s'ils se sont bien entendus et qu'on lui donne le temps de pouvoir faire son équipe pour cette saison, peut-être sauver le maintien, avoir le maintien et lui donner les moyens d'avoir de bons joueurs la saison prochaine, il pourra peut-être faire quelque chose. Franck Lonyama, le fait de lui avoir signé un bail de 3 ans, ça lui donne une certaine garantie? Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils ont discuté, sauf que je sais que Vadim Vassiliev a dit qu'on lui a donné aucun objectif pour le moment. Ça veut dire que le club est un peu dans l'abîme et on tente peut-être d'avoir le maintien cette saison et après travailler sur le long terme. Quand il est arrivé, il est allé voir un peu du côté du centre de formation, là où il est issu lui-même, peut-être pour avoir, on va dire, l'oiseau rare. Parce que l'équipe est complètement plombée maintenant. Et moi, je disais la dernière fois que c'était pas le bon moment pour lui de revenir à Monaco. Parce que là, les joueurs n'ont plus la tête pour aller chercher quelque chose cette saison. Mais il a décidé, il a dit que c'est un honneur pour lui de revenir à la maison. D'accord, il est revenu. Maintenant, pour la suite, qu'est-ce que ça va être? Moi, je crains beaucoup pour lui. C'est vrai que beaucoup, la presse française commence par le comparer à Zidane, à Didier Deschamps. Je me dis que c'est aller trop vite en besogne. Parce que là, on va commencer par mesurer ce qu'il a envie de faire sur le match de ce week-end contre Strasbourg. Sinon, c'est une mission compliquée. Mais on verra. Justement, il est déjà concentré sur ce match dont vous parliez à l'instant. Nous allons l'écouter. C'est un club qui, bien sûr, qui a une place dans mon cœur, bien particulière. À chaque fois, je regarde les résultats de Monaco depuis que je suis parti. Donc, ça changera jamais. Je suis un petit du centre de formation, quelque part. Le présent, c'est Strasbourg et essayer de voir comment les joueurs vont revenir de sélection. La situation n'est pas facile. Maintenant, il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir sécuriser les joueurs. Donc, j'espère que je vais pouvoir redresser la barre avec tout mon SI. Face à Strasbourg, Thierry Henry et Monaco sont attendus. Oui, très attendu. Je pense que le Français a le nom, il a le respect, la carrière aussi part pour lui. Forcément, face à ces joueurs-là qui connaissent ce monsieur-là, c'est déjà à 50% gagné par rapport au discours qu'il va mener, parce qu'il y a un respect, une aura qu'il dégage. Mais en même temps, ce n'est pas forcément un gage de réussite, parce qu'il ne suffit que de 3-4 journées. Si ça ne va pas, ça va commencer à douter. Voilà, comme Fifi le disait, ce n'est pas forcément parce qu'il a été un grand joueur qu'il nous fera un grand entraîneur. Maintenant, en même temps, il faut noter aussi que Thierry Henry, on le dit français, mais il n'a pas trop cette culture française. Parce que quand il a commencé justement à Monaco, il n'a pas traîné longtemps. Il est parti très très jeune. D'abord à la Juve où il n'a pas réussi, puis à Arsenal où il a fait toute sa carrière pratiquement. Ça veut dire qu'il a une philosophie de jeu européenne, mais pas française. Voilà. Après le Football Club Barcelone, où il a connu Joseph Guardiola et dont il dit qu'il s'inspire beaucoup. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va amener une autre philosophie et c'est là où moi je me pose des questions face à ce centre de formation de Monaco qui le plus souvent recrute des Français. Est-ce que ça, il y aura adaptation? Est-ce qu'il y aura compatibilité entre les deux philosophies? Et une autre chose à noter sur Thierry Henry, rapidement, oui, c'est que le joueur est très intransigeant. Voilà, c'est rigoureux. Très rigoureux et à la rigueur, et à la rigueur intransigeant. Ouais. À un moment, quand vous êtes intransigeant, ça ne passe plus. Aujourd'hui, on a José Mourinho, surtout face à cette nouvelle génération de joueurs qui ne sont pas forcément des gens qui sont, voilà quoi, comment dire. Mais de toute façon, sachez que dans une équipe, quand il n'y a pas de discipline, ça ne marche pas. Non, je ne dis ça pas ne ça. marche pas. Ça ne marche pas. On va rester là. On va s'intéresser à d'autres matchs de la 10e journée, si je ne me trompe pas. De la 10e journée. De la Ligue 1. De la Ligue 1, conformément. Déjà, ce soir, Lyon joue Nîmes. Oui. Est-ce que Lyon s'est remis de la claque reçu avant la trêve? Justement. On verra bien cet après-midi, bien ce soir. Et de même, le PSG reçoit Amiens. Oui. Quand joue Guingamp, Dijon reçoit Lille, Nantes reçoit Toulouse, Reims joue Angers, Strasbourg Monaco, voilà, et là ce sera la première de Thierry Henry en Ligue 1. Et puis le dimanche on a Montpellier Bordeaux, Saint-Étienne Reims et puis en clôture Nice
qui reçoit Marseille. Ah, ce oui. sera un bon match aussi. Oui, ça, je pense que vous serez devant votre télé. Nice-Marseille, le derby de la Côte d'Azur. Oui. Et ce sera un bon match parce que Nice aussi qui est en train de revenir. Et Nice a connu un début difficile, mais maintenant ça va, ça revient. Et puis Marseille, tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Donc on se dit que ce sera un match équilibré. Surtout que Marseille est en déplacement. Et en déplacement, ça ne joue pas fort côté marseillais. À suivre à tout prix ce Nice-Marseille. Ce sera dimanche dans la soirée. Alors, on va remonter. Non, on n'a même plus le temps de remonter sans transition. On va parler du thème sportif avec vous, professeur Ahmed Ouaba. Aujourd'hui, nous allons apprendre la matière. D'abord, la définition, c'est le fait de marquer un but en frappant le ballon avec le talon le plus éloigné du but. Voilà. En faisant préalablement passer le ballon entre les jambes. Maintenant, on va s'intéresser à l'origine de cette expression-là. Oui. Nous sommes le 27 mai 1985 à Vienne, nous sommes en Autriche, et nous sommes en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, où le Bayern, à 10 minutes de la fin, menait 1-0 face au FC Porto. Seulement dans cette équipe de Porto se trouve un homme. Voilà. Il y a d'abord un autre homme, le Brésilien Joaro, qui déborde sur le côté droit, qui centre, et voilà, il y a un attaquant algérien du nom de Moustapha Rabat Madjeh qui arrive avec de la course et voilà, dans un geste spontané, nous réalise cette Madjeh-là que je viens de définir. Et voilà, il faut noter qu'il est avec un certain Antonin Panenka, les deux hommes à donner leur nom à un geste technique en football. Ah oui, la Madjeh, quand vous la réalisez, elle est tout simplement magnifique. Et des fois, soi-même, on ne le voit pas. Oui, mais est-ce qu'il y a des spécialistes en la matière? Les Madjeh, non. Souvent, on va dire c'est des techniciens qui arrivent à le réaliser. Ça vient pas l'instant. Ouais. Il y a quelques joueurs qui ont réussi tout récérément à les voir le nom. Pastore. Oui, Pastore, Ramsey également, avec Arsenal. Et voilà, il y a beaucoup d'autres joueurs qui l'ont réalisé dans l'histoire du football. Même pas vous, Ahmed Ouaba. Vous ne l'avez jamais fait. Non, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Et ça se termine dans la... Charlignon, on va vous dire merci d'être passé. Merci Angèle Folico. Vous avez quelqu'un à saluer? Salut tout le monde. Merci beaucoup. Eligno, merci d'être passé. Merci. Les délices du foot européen, c'est ici que ça se passe. Merci à vous, à tous ceux qui nous ont suivis. Tous ceux qui nous ont suivis. Vous vous êtes régalés à satiété. Alors justement, Fifi? Bon, moi je salue tout le monde. Je pense, pourquoi tu me regardes comme ça? Je pense à Zarif, je pense à Gordo et je pense également à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre chaque vendredi, chaque lundi maintenant. Ahmed Ouaba? Moi je salue Fifi, c'est pour ça que je la regardais. Je salue Koudjoua Mekoudi, David Assimadi, Ezekiel Ayataï et puis voilà. Franck Nouniama. Oui, bonjour à tous ceux qui nous ont suivis. Excellent week-end. Eh bon, on va pas passer le micro à quelqu'un qui nous a fait un faux bon, qui nous a posé un gros lapin. Mais nous le saluons tout de même, Joël Aïe, qui est arrivé finalement. Sûrement, c'est dû au bouchon. Voilà. On salue Mano à côté du président de Mouzou FC, Ortega, Roméo Yetor, Ezekiel Aïe Ataï, Grégoire Attignon, Latif Yorma, Sédou Foudou et tout. Et qui nous suivent sur la plateforme Fan PFE. Merci de nous avoir suivis. Merci à Elom Adovan qui a réalisé la vidéo de cette émission à retrouver sur sportfmtg.com. Merci également à Anas PM. Bon week-end à toutes et à tous.